je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence vers le zéro déchet que va faire donc Corinne et Pierre Daubercy. Alors Pierre, nous on se connaît depuis quelques années, voilà, maintenant qu'il y a un intervenant aussi à l'école Espace, surtout sur des cours de biochimie, biologie, histologie, immunologie, culture in vitro, plein de choses. Mais il a aussi un défi qui s'est lancé il y a plusieurs années dans sa famille, et qu'il aime raconter. Et il m'avait parlé de ça plusieurs fois. Et ça me paraissait naturel pour Ecopos de lui proposer ce moment de parole. Sachez que c'est aussi enregistré. Donc après on remettra ça, c'est pour ça qu'il y a des micros pour bien que le son soit pris. Donc quand vous aurez une question, si vous avez une question quand Pierre et Corinne auront fini de parler, je vous donnerai un micro pour que vos questions soient bien audibles lors de la vidéo qui sera remise sur YouTube après plus tard sur nos sites internet. Voilà, je vous demanderai de les accueillir par vos applaudissements. Je commence. Alors, bonjour à tous. Donc, Corinne Daubercy et Pierre Daubercy. On a une petite diapo de présentation. Ça commence bien. Donc voilà, je suis professeure des écoles, j'ai une classe de CP et je suis formatrice en même temps EMF, enseignante maître formatrice. Et voilà. Donc, enchaîner, bonjour. Donc voilà, donc comme le disait Clément, je suis enseignant aujourd'hui, donc j'ai doctorat en sciences, j'ai une carrière de chercheur scientifique et depuis 6 ans maintenant, je suis professeur indépendant et depuis 4 ans à l'Espace. Donc je donne des cours de bio, bio au sens large du terme bien sûr, mais aussi de pharmaco, de cosmétologie, de diététique, etc., etc. Donc notre propos aujourd'hui. Donc évidemment, on a eu toujours une sensibilité écologique, forcément. Et mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc on va pas parler de notre approche du logement, du chauffage, des déplacements, de la voiture, etc. C'est pas le propos. Il y aurait beaucoup à dire, mais on est un petit peu hors sujet. Donc on va essayer de se centrer un petit peu. Donc notre propos du jour, c'est pourquoi depuis 2016, on est allé un cran plus loin, sur l'initiative de mon épouse, dans la démarche ZD, donc vers le zéro déchet. Donc, je ne dis pas que nous sommes zéro déchet, mais nous allons vers le zéro déchet. Nous tendons vers. Et puis surtout vous faire un retour d'expérience, donc assez concret finalement, du pratico-pratique, au quotidien, comment on vit ça. Donc il y aura un peu de théorie, parce qu'on a parlé de la théorie à la pratique, donc il y aura un petit peu de théorie, une petite capsule d'introduction, mais surtout un retour d'expérience sur 7 ans de cheminement, de tâtonnement, d'échecs, de réussite, pour parvenir finalement à trouver un équilibre dans nos vies, donc les vies, vie personnelle, vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, trouver le bon équilibre dans notre façon de consommer, bien sûr, et puis un équilibre aussi sur notre impact, finalement, environnemental. Et donc, comment, en fait, l'idée, c'est comment durer, sans trop de contraintes, sans trop de frustration, parce que finalement, c'est là-dessus que, c'est un peu comme pour les régimes alimentaires, à force de frustration et de contraintes, on finit par abandonner. Et pour le ZD, c'est pareil. Donc, comment concilier tout ça avec une vie équilibrée et sereine. Voilà. Donc, c'est un petit peu le propos du jour. Alors, on est obligé... d'abord, le bilan. Important, le bilan. Donc, on va commencer par vraiment le positif, c'est-à-dire qu'on a eu la surprise quand on s'est lancé dans le zéro déchet, on n'avait pas pensé au bilan financier, et en fait, on est, et encore aujourd'hui, à 30 à 35% d'économie mensuelle par rapport à ce qu'on dépensait avant. Et puis, bon, bien sûr, avec une meilleure hygiène et qualité de vie, c'est-à-dire qu'on consomme mieux. On choisit des cosmétiques qui sont beaucoup plus qualitatifs, et puis au niveau environnement, etc. Donc un bilan financier, ça c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc on commence par la cerise, c'était pas le but initial, mais c'est important quand même. C'est important de le savoir, parce que beaucoup de gens disent oui, mais ça revient cher d'être écolo, non. Et puis... un bilan de nos déchets. Donc, vas-y. Bilan des déchets, donc on attaque par le bilan, parce que vous verrez un peu ce que ça va donner directement. Donc en termes, au niveau compost et poules, parce qu'on a la chance d'avoir des voisins qui ont des poules, donc ça aide beaucoup. Donc compost et poules, bien sûr, c'est à volonté, mais en évitant
avant tout gaspillage alimentaire, hein, forcément. La poubelle de verre, c'est 1 fois par mois. Poubelle ménagère, c'est 2 fois par an. Donc voilà, au départ, on était à 1 fois par an. Finalement, bon, on s'est dit que après les fêtes, hein, de décembre et puis avant de partir en vacances l'été, c'était pas mal de la sortir, elle est jamais pleine. Mais voilà, on est à 2 fois par an sur une poubelle ménagère, hein, sans exagérer, donc jamais pleine. Et donc elle est en grande partie remplie par les déchets inévitables, parce qu'il y a des pôles, hein, donc on a essayé, on a vraiment testé tous les pôles du quotidien, ils sont très nombreux. Il y a des pôles qui sont vraiment inévitables, donc c'est la santé, c'est les médicaments, hein, donc là il n'y a pas grand-chose à faire. Donc il y aurait des améliorations possibles. Donc par exemple, outre-Manche, nos amis britanniques vendent les médicaments à l'unité. Voilà, il semblerait que dès qu'on traverse la Manche, ça n'est plus possible. Pourquoi, hein, à réfléchir. Voilà, mais en tout cas, voilà tout ce qui est médicaments, tout ce qui est santé. Donc pour avoir usé mes blouses blanches sur pas mal de paillasses, je sais que le plastique c'est fantastique, hein, dans le domaine de la santé, de la recherche. Hein, ça a permis d'accélérer énormément les parties expérimentales. Donc, c'est pas le propos, mais voilà, c'est un pôle. S'il ne restait que ce pôle-là aujourd'hui sur les plastiques, ce serait vraiment pas un souci. On serait pas là pour en discuter. S'il ne restait une situation que vraiment très spécifique. Tout ce qui est bricolage, jardinage, lorsqu'on a une maison, il y a forcément des choses qui arrivent qu'on ne peut pas éviter. Par exemple, c'est le petit pot de plastique de pied de tomate qu'on veut planter au mois d'avril, c'est inévitable. Et puis aussi, tout ce qui vient de l'extérieur, donc ce sont les cadeaux, hein, ce sont les amis, hein, les amis qu'on adore, mais qui ne peuvent pas s'empêcher, qui n'ont pas toujours tout compris, et qui ramènent des petits cadeaux, des plantes, des fleurs coupées, emballées dans du papier cristal, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses de la vie, et puis on accepte. Enfin, tout simplement, on n'est pas des ayatollahs, comme on dit. Donc, et puis la poubelle recyclage, que je mets entre guillemets, hein, donc le recyclage, c'est 1 fois par mois au maximum. Voilà. On tend toujours vers, enfin, vous verrez, d'utiliser le plus possible de verre, de métal, de carton, etc. Donc ça fait partie de notre recyclage. Mais aussi les plastiques. J'y reviendrai un petit peu plus après. Et donc notre objectif depuis le départ, c'est 0 plastique avant tout. C'est vers le 0 déchet, mais c'est surtout le 0 plastique au maximum. Donc pourquoi le plastique? Pourquoi cibler ce plastique, ce fameux plastique dont on parle tant, fléau planétaire? Quelques chiffres, hein, donc la partie un petit peu théorique. On va essayer de ne pas la faire trop longue. Donc on en parle beaucoup, le plastique, mais finalement, plus on en parle, plus on en produit, hein, parce qu'on se rend compte sur les courbes, là, sur les données de 2019, hein, c'est le plus récent qu'on a trouvé, hein, qu'on est à 460 millions de tonnes. Bon, le chiffre lui-même, il n'est pas très parlant, il suffit de voir l'évolution, voir les graphes, hein, un peu partout dans le monde, hein, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie. Les productions continuent d'évoluer sans cesse, encore aujourd'hui, de toute façon, elles augmentent. Il y a eu un petit pic, un petit creux dans la crise de 2008-2009. Il y en a eu un petit peu aussi, un petit creux ici plus récemment avec l'arrivée de la Covid, mais là, tout est reparti à la hausse, hein, sans souci. Là, on est parti à la hausse. Donc la production, donc 460 millions de tonnes, et dont 353 millions de tonnes de déchets qui ne sont pas, qui sont sous forme de déchets. Donc je vous laisse faire le calcul. On est à plus de 90%, hein, au niveau mondial, donc de plastique généré qui finissent sous forme de déchets. 1,6 million de kilomètres carrés, c'est la taille du plus grand vortex, les fameux JR océaniques. Hein. Celui-là, il est assez connu. Qui représente 80 000 tonnes de déchets plastiques. Donc là, on est à une échelle macro. Donc ce sont les plastiques visibles à l'œil nu, hein, bien sûr. Donc c'est 5 kilos de plastique par kilo de plancton, à peu près. Donc c'est énormissime. Et donc on estime environ, hein, d'après la plupart des sources, qu'il y a 7 millions de tonnes de déchets plastiques qui flotteraient sur les océans, dont 80% donc de ces déchets ont été produits sur Terre et amenés par les vents, bien sûr, les courbes. C'est le bilan à peu près aujourd'hui sur les océans. Donc d'où vient ce vortex, enfin, ces vortex, hein, parce que là on parle du plus grand, mais il y en a plusieurs, il y a quasiment tous les océans, hein, des vortex comme ça. Et donc l'origine de ces plastiques, c'est 500 milliards de bouteilles plastiques produites par an, donc ce qui correspond à 3000 litres d'eau mise en bouteille par seconde, donc c'est énormissime. C'est 500 milliards de sacs plastiques produits dans le monde par an, presque 10 millions par minute, les fameux sacs plastiques. Donc, s'ils étaient attachés ensemble, ils pourraient entourer la planète 7 fois toutes les heures. Alors, c'est assez parlant, ça, comme image.
En France, on a fait beaucoup de progrès. En 2000, on était à 16 milliards de sacs plastiques produits par an. Aujourd'hui, on a réduit de 90%, mais il en reste quand même 1 milliard par an. Donc, on a vu apparaître ces fameux sacs plastiques aujourd'hui. Enfin, le retour des sacs plastiques, ce sont des sacs plastiques qui sont 5 fois plus épais, donc considérés comme réutilisables, donc autorisés de nouveau. Voilà, ça a été un petit peu le truc qui a été mis en place pour pouvoir recaser ces fameux sacs plastiques dont l'absence est apparemment très très gênante. Donc aujourd'hui, on en est à 1 milliard. En France en tout cas. Et donc là, je parlais donc d'échelle macroscopique, c'est-à-dire ces fameux plastiques que l'on voit à l'œil nu, mais quid des microparticules de plastique. Donc on en parle de plus en plus, évidemment. Il y a quelques études qui commencent à sortir. Donc sur les microparticules, exemple, 12 000 microparticules plastiques par litre d'eau dans l'Antarctique. Donc ça, c'est une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, et donc sur des échantillons de banquise donc décongelés, et où on a trouvé à peu près 17 types de plastiques piégés dans la glace et amenés bien sûr de nouveau par le vortex, les différents vortex des différents océans. Donc le micro, toujours plus près. Et bien sûr, moi, la question que je me pose, c'est quid des nanoparticules. Les nanoparticules de plastique, on sait qu'elles existent, qu'elles sont partout. Et aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à les mesurer et il n'y a quasiment pas de données là-dessus, quasiment pas de chiffres aujourd'hui, pour différentes raisons. Et donc, si on revient sur les microplastiques, on sait par contre que plus d'un tiers des microplastiques retrouvés dans les océans proviendraient des vêtements. Ces fameux vêtements, dont des vêtements fabriqués à partir de plastique recyclé, les fameuses polaires que l'on fait avec les bouchons, etc. Tout ça, en fait, c'est du plastique de une qualité qui est de plus en plus défaillante et qui va partir comme ça dans les écoulements et donc finir dans les océans. Donc ça, c'est une source vraiment importante de pollution des océans par le plastique. Donc, et les pistes pour enrayer cette pollution font défaut, effectivement. Donc, on propose de mettre des filtres, par exemple, sur les lave-linges. Et finalement, après le filtre, qu'est-ce qu'on en fait? On le remet, on le rince au robinet et puis les particules repartent. Ou on l'incinère. Donc, l'impact de tout ça, évidemment, des impacts sur la biodiversité, c'est une évidence, on le sait maintenant, en 2050, on estime que 99% des animaux marins auront ingéré du plastique, donc la quasi-totalité des albatros, manchots, mouettes, etc., tous les oiseaux. Dans les années 60, c'était 5% des oiseaux qui étaient impactés. Donc là, on est à 99% aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 1,5 million d'animaux qui en meurent chaque année. C'est qu'un début. Donc forcément, ça va encore augmenter. Impact sur les animaux, mais impact sur la santé humaine, parce que nous sommes des animaux finalement, et puis peut-être les pires d'entre eux, puisque nous ingérons, notamment donc chez l'humain, on sait qu'on ingère à peu près 11 000 fragments de plastique par an. C'est à peu près l'équivalent, donc 1% qui serait absorbé par le corps humain, donc là il y a aussi des études qui commencent à se mettre en place. C'est à peu près l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Voilà, vous avalez une carte de crédit, une carte bleue de plastique par semaine. Si vous consommez, bien sûr, des produits suremballés, etc. On va y revenir. Enfin, l'origine, voilà, donc l'origine, ce sont les aliments issus de la mer. On sait qu'il y a du plastique dans tous les poissons, quasiment, poissons, crustacés. Et puis surtout, la migration des composants plastiques dans les aliments, depuis les emballages, donc les emballages, les suremballages, donc les produits préparés à réchauffer au micro-ondes, par exemple. Là, vous avez la migration maximale des plastiques dans l'aliment. Donc, micro-nanoplastiques, les phtalates, les encres aussi, auxquelles on ne pense pas, qui font partie aussi de ces déchets. Donc, l'impact de tout ça sur la santé humaine, aujourd'hui, il est très difficile à évaluer pour différentes raisons, parce qu'il y a beaucoup de sources de contamination, et puis il est relativement peu évalué. Il n'y a encore aucune étude vraiment importante chez l'homme, mise en place chez l'homme, chez l'humain, donc elles sont difficiles à mettre en place pour des raisons purement de construction d'études, parce qu'il y a tellement de facteurs confondants que ça doit être fait à très grande échelle, et puis surtout, il y a très peu d'organismes payeurs de ce genre d'études. Très difficile de trouver des financements pour les mettre en place, pour des raisons évidentes. Donc, microplastique, ce que l'on sait sur les micro-nanoplastiques en santé humaine, c'est qu'on trouve des traces de tout ça dans nos poumons, nos intestins, dans le sang circulant, évidemment, et puis aussi les placentas. Donc, le plastique est partout, clairement. Et donc, quel est l'impact chez l'humain? On ne sait pas. On a des résultats chez l'animal, bien sûr.
et on observe des effets délétères, hein, donc dans des modèles animaux, dans des cellules humaines en culture, hein, on observe des phénomènes d'inflammation, de déclenchement d'allergies, de la mort cellulaire par apoptose, etc. Donc on imagine qu'in vivo, les effets ne peuvent pas être non plus très positifs. Donc moi j'ai rajouté mon petit commentaire. Peut-on oser une mise en relation entre ces phénomènes et puis l'explosion qu'on observe depuis ces 20-30 dernières années de certaines pathologies qui ont vraiment explosé. Là, je parle des allergies, je parle des maladies inflammatoires chroniques, donc respiratoires, les fameuses BPCO. On pourrait parler des bronchiolites aussi, chez les nouveau-nés, qui n'existaient pas il y a 40 ans, mais qui aujourd'hui impactent tout le monde, quasiment tous les bébés. Chez mes élèves de CP. Bien sûr, tu connais bien le problème aussi. Donc ces fameuses BPCO de l'adulte, de l'enfant, les maladies des muqueuses intestinales, maladies de Crohn notamment, et puis les maladies auto-immunes aussi, qui ont été multipliées par 5 à 10 ces 20 dernières années. Certains cancers aussi qui augmentent, malgré les grands progrès en termes de thérapie de ces cancers. On a une augmentation des incidences partout, et aujourd'hui, il n'y a aucune explication à ces phénomènes. Donc, voilà. Oser un rapprochement, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire oui. Mais ça, c'est une conviction personnelle. Donc voilà, en termes de santé, impact sur le biotope, sur la santé humaine, sur le fameux dérèglement climatique, parce qu'il y a un lien direct entre plastique et dérèglement climatique. En fait, oui. Hein, donc des liens directs et puis des liens indirects. Les liens directs, ça c'est forcément l'impact de toute la pollution engendrée par l'extraction, la production, le transport, l'exploitation des matières plastiques. Donc ça c'est une évidence. Hein. Impact direct aussi, donc sachant aussi que voilà, ce que nous on observe, on connaît, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein, il faut savoir que pour chaque déchet, il faut considérer qu'il y a une pollution 100 fois, 1000 fois plus importante qui est issue des procédés justement de fabrication, de transport et même de recyclage. Tout ça, c'est un impact environnemental. Donc ça, c'est l'effet direct. Autre effet direct, eh bien, c'est sur la surface des océans. Donc là, on parlait des océans qui couvrent la plus grande partie de la planète. Donc, on a une augmentation de la réflexion des UV, due aux plastiques qui sont en surface, qui flottent. Hein, donc, participation au réchauffement. Et puis aussi, surtout, une décomposition de ces plastiques par les UV. Et un plastique qui se décompose, ça crée des gaz à effet de serre, ça crée du méthane, ça crée de l'éthylène. Donc, ça participe à ce phénomène. Plus, bien sûr, l'impact sur la biodiversité marine, donc notamment sur les espèces marines de type plancton, phytoplancton. Et donc, c'est là qu'on arrive aux effets indirects des plastiques, qui commencent seulement à être aujourd'hui appréhendés. Voilà, modèles qui se mettent en place. Donc, les effets indirects des plastiques en surface des océans, c'est quoi? C'est l'altération du phytoplancton, qui est ce fameux plancton de surface, qui est absolument capital, parce que il a un rôle de thermostat de la planète, de régulateur du climat. C'est le plus grand poumon de la planète, hein, bien avant les forêts amazoniennes, on reparle souvent. Le phytoplancton, c'est plus de 50% de la production de l'oxygène, du dioxygène de notre air. Hein, donc c'est absolument capital. Et puis aussi et surtout, hein, c'est un biotope qui est capable d'absorber et surtout de séquestrer le CO2. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est la séquestration du CO2 qui est fournie. Or, ce phytoplancton, il est capable donc d'intégrer ce CO2 atmosphérique dans son squelette. Voilà. Ensuite, de permettre de nourrir différents types de plancton et autres crustacés. Et puis le tout sédimentant au fond des océans. C'est-à-dire que les squelettes, en fin de cycle de vie, vont aller sédimenter, et là, vous avez une vraie séquestration pérenne du carbone, hein, contrairement à la séquestration par les arbres, hein, qui n'est pas pérenne, parce que planter des arbres pour avoir un bilan carbone zéro, c'est très bien, sauf que l'arbre, c'est pas une séquestration pérenne. Hein, ça va durer quelques années, quelques décennies peut-être, mais pas au-delà. Donc voilà, donc là on est en pleine rupture d'un cercle vertueux du cycle de carbone. Hein, là il est complètement désorganisé et donc il est évident qu'il a une forte contribution au dérèglement climatique. Aujourd'hui c'est pas quantifiable, hein, les études sont très complexes et puis elles débutent à peine, mais on sait que l'impact est énorme ici. Donc voilà le tableau qui n'est pas très réjouissant. On va me dire bah oui mais maintenant on recycle, hein, c'est chouette. Le recyclage bien sûr. Hein,
tous pour le recyclage, mais bon, il faut savoir quand même que 91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés, hein, globalement, au niveau mondial. On sait tous aujourd'hui que les cycles, notamment en Europe, en France en particulier, les cycles les circuits de recyclage sont complètement saturés, puisque la production explose, continue à augmenter. Les circuits sont saturés. En France, on recycle à peu près entre 10 et 20%, 25% parfois des emballages, selon les sources, hein, qui finalement vont redevenir des déchets pour la plupart d'entre eux, parce qu'un plastique recyclé, c'est un plastique qui va être relargué dans la nature, en dehors de quelques utilisations marginales, du type utilisation à plastique recyclé pour isoler une maison, voilà, isolation, bon, on peut dire que c'est pérenne, mais pour le reste, tout va retourner sous forme de plastique. Là, aujourd'hui, on sait, voilà, si on regarde un petit peu la façon dont la France gère ses déchets, enfin, la France et d'autres pays européens, c'est à peu près équivalent. Hein, il y en a à peu près, donc là, on a un chiffre de 25% de déchets recyclés. On a quand même 7,5% qui finissent en décharge, hein, donc qui vont se décomposer aux UV pour former des gaz type méthane, ou qui vont infiltrer les sols, les nappes phréatiques. Et puis, on en a 67,5% qui sont utilisés, qui sont incinérés tout simplement. Hein, alors aujourd'hui, dans la novlangue actuelle, on appelle ça de la valorisation énergétique, mais c'est de l'incinération. Donc ça produit du CO2. Donc finalement, moi, en préparant ces diapos, je me suis souvenu de cette phrase de Lavoisier qui ne m'a jamais quitté: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On en est là, le cycle du carbone, c'est ça. Hein, donc les recycleurs vont dire ouais, tout se transforme, c'est génial. Moi, j'ai envie de vous dire rien ne se perd, parce qu'à partir du moment où vous allez chercher des hydrocarbures dans le sol, les amener en surface, une fois qu'ils sont en surface, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de les reséquestrer. Or, ça aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, rien ne se perd, donc tout est là. Donc, que ce soit incinéré, que ce soit laissé en décharge, que ce soit recyclé, votre carbone reste en surface. Et il contribue, bien sûr, au dérèglement climatique que nous observons aujourd'hui. Et pourtant, pendant ce temps-là, voilà, fini pour la partie théorique. Voilà ce que l'on trouve encore, bien sûr, dans les grandes surfaces. Donc, ce sont les photos qui ont un an ou deux, mais on aurait pu aller en faire hier. À droite ou à gauche, on aurait trouvé exactement la même. Donc, en plus, ça, c'est ce type de barquette qui est absolument catastrophique, hein, qui est quasiment inexploitable. À part l'incinération, on ne peut vraiment pas en faire grand-chose. Donc, de la ficelle emballée comme ça, des pommes comme ça à usage unique, enfin, à l'unité, emballée, écologique, hein, bien sûr. Hein. Donc, fruits issus de pratiques écologiques et responsables. Voilà, c'est nos actions aussi pour la planète, voilà, pour l'environnement. Voilà, on trouve encore ce genre de choses. C'est là aussi pas mal, des œufs plats, hein, ça se bien aussi. Et puis, voilà, on ne vous a pas mis la version œuf dur qui existait également embarquée. Donc ça, c'est encore aujourd'hui, c'est encore du quotidien, du contemporain. On n'est pas allé déterrer de vieilles choses, tout ça existe encore. Donc voilà, prise de décision. Donc je vais passer la parole à madame, parce qu'à l'origine, l'origine du monde, c'est la femme, et l'origine du ZB chez nous, c'était madame. Donc je passe. Merci. Donc, je vais vous expliquer la prise de décision, en fait, comment c'est né. Donc, une rencontre. On a toujours une conscience écologique quand même assez prononcée, mais on n'était pas dans l'action. On râlait énormément, on pestait devant les informations. On essayait de convaincre les gens que l'écologie c'est quand même important. Et à l'époque, il y avait du boulot parce qu'on était vu que déjà, c'était plus difficile. Et par contre, on n'agissait pas vraiment. Nos actions, elles étaient plus dans on dénonce, mais pas vraiment concrètes. J'ai fait une rencontre des potes d'une de mes filles qui est venue à la maison et en discutant, Thomas m'a dit nous on est en plein, on se lance dans le zéro déchet, on a lu un bouquin, c'est génial, tu devrais le lire. Alors évidemment, je me suis procuré ça tout de suite. J'ai commencé par Bea Johnson, qui est la papesse du zéro déchet, et puis j'ai enchaîné sur le livre de la famille presque zéro déchet, ce guide.
Et puis une prise de conscience. Alors cette phrase à laquelle je tiens énormément, le bonheur vous appartient quand ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites sont en harmonie. Cette phrase, elle est très importante dans ma vie, mais elle a pris encore un sens différent à cette époque-là. Je me la suis vraiment appropriée par rapport à l'écologie, par rapport à ce qu'on pouvait faire. Donc elle a été très importante. Donc action. Ça nous ressemble un peu quand même. Donc, d'abord, on s'est posé 1 milliard de questions, évidemment, une nouvelle façon d'acheter, de consommer, donc de vivre, pour tenter de sortir d'un système, hein, et puis s'accorder avec nos valeurs. Donc on a commencé, j'avais lu beaucoup là-dessus, ce qui est important aussi psychologiquement, c'est de se débarrasser, donner, échanger, parce qu'on vit dans le surconsumérisme, hein, et la maison, il y a trop de choses en fait. Donc ça permet de se poser des bonnes questions. Alors bien sûr, jeter, débarrasser, donner, échanger, ça ne s'est pas fait n'importe comment. Je vous expliquerai après au fur et à mesure de quoi on s'est débarrassé. On a la chance d'avoir pas loin de chez nous la boutique à dons. Hein. On fait des dons, mais on peut aussi aller. Ça ressemble à un magasin, mais tout est gratuit et tout est issu des dons. Troc et dons aussi sur des sites, sur des groupes où on peut troquer ou donner des choses qu'on n'utilise plus. Les fringues aussi, important. Et puis des vides greniers gratuits, des gratiférias. J'en ai même organisé une dans l'école où les parents d'élèves pouvaient venir déposer des choses que d'autres prenaient, des cartables, des choses qui ne servaient plus. Bon, donc ça c'est intéressant. On a aussi la chance pas loin de chez nous d'avoir le CIMEVAD, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils se déplacent, donc c'est un centre de tri des déchets, mais ils ont aussi, sont à Évin-Malmaison, ils ont aussi une ressourcerie, une recyclerie, une ressourcerie, ce qui fait que quand on se débarrasse de choses, on passe par eux parce qu'on sait que les déchets vont être valorisés avec plusieurs machines à laver, ils en refont une, hein, ils prennent les pièces, et tout ce qui n'est pas revalorisé est envoyé dans la meilleure filière possible de recyclage ou de... Voilà. Donc, je suis tombée sur cette photo, je voulais la mettre. Antoine Repessé, qui est de Lille, hein, qui a eu un projet. Il a fait beaucoup de photos sur 4 ans de déchets sans les jeter. Dans une salle de bain, ça donnerait ça. Et je me suis beaucoup interrogée parce que c'est vrai qu'on n'en est pas loin et c'est vrai que si on se pose les bonnes questions, chez nous, c'était à peu près ça, hein, au bout de 4 ans. Bon. Donc du plastique, des perturbateurs endocriniens bien sûr. Hein, Pierre m'a briefé parce que c'est lui le scientifique de la famille, mais il m'a alerté aussi là-dessus. Et puis au début, j'ai voulu remplacer absolument. Donc là, c'est mes débuts, mes balbutiements dans le zéro déchet. J'ai voulu remplacer à l'identique tout ce qu'on achetait à l'époque. Donc là, on en est bien loin maintenant, vous verrez. Donc il me fallait que je fasse le produit qui désinfecte, le déo pour les toilettes, les pastilles lave-vaisselle, le produit pour laver le sol mais qui sent le muguet, du déodorant, du démaquillant, du dentifrice qui ressemble au vrai, de l'adoucissant qui sent super bon parce que on a été longtemps, même nous, on a fait partie des gens qui pensaient que ça sent bon donc c'est propre, alors que non, c'est pas parce que ça sent bon que c'est propre, c'est parce qu'on a mis des composants pas toujours clean d'ailleurs, hein, des parfums, des parfums de synthèse, etc. Le liquide vaisselle. Enfin, je voulais tout remplacer à l'identique, mais cette fois-ci dans des bidons en verre, etc. Mais j'en suis vite revenue. Donc maintenant, on a une salle de bain vraiment minimaliste. Voilà tout ce dont on a besoin de rien d'autre pour tout faire dans la salle de bain. Donc nos besoins, un shampoing évidemment solide, de l'argile, je vous donnerai quelques exemples de produits que je fais, de l'argile, du sucre, du marc de café, hein, pour le gommage, il n'y a rien de tel, du bicarbonate de soude, de la maïzena, de la cire d'abeille en très faible quantité, parce que j'ai conscience que c'est un produit précieux, donc je ne l'utilise que dans très peu de produits. Idem pour l'huile de coco, j'y fais très attention, j'en utilise très peu, parce que ça peut devenir aussi une catastrophe écologique.
logique d'en utiliser trop. Quelques huiles essentielles, un savon d'Alep, de l'aloe vera, de l'huile d'olive, ultra précieux. Et puis auriculi, bien sûr, plus de coton-tige, un rasoir en métal, et puis des eaux, des hydrolats. Et en fait, avec ça, on fait tout. Et puis quelques petits plus bien choisis, parce que c'est important aussi de se faire plaisir et de rester coquet. Donc on a bien galéré, mais on a trouvé quand même des marques qui proposent des contenants en verre avec des produits très clean, en plus fait en France, et puis des tubes de crème mais en métal. Donc là, et puis le maquillage évidemment, mais dans la mesure du possible, 0 déchet, et puis toujours pareil avec des produits bio. Voilà par exemple la douche. Donc dans ma douche, j'ai mon shampoing solide, un savon pour le corps sans huile de palme, j'y fais très attention. Le petit flacon là, c'est du sucre avec de l'huile d'olive pour faire un gommage visage, et puis dans le grand flacon, c'est du marc de café avec de l'huile aussi pour me faire un gommage corps. La bouteille qu'on voit derrière, c'est mon après-shampoing, c'est du vinaigre de cidre bio. Et vous voyez mes cheveux, tout va bien. Et ça ne sent pas, ça sent sur le coup. Au début, ça me faisait très peur. D'ailleurs, j'ai essayé de faire 1 milliard de macérations avec de la lavande, avec puis pour finir, j'en suis revenue parce que l'odeur ne reste pas. Donc, ça ne valait vraiment pas le coup. Alors la douche, puisqu'on parle de la douche, on fait aussi très attention à l'eau. On ne prend pas de douche tous les jours, mais je vous rassure, on est très propre. Mais on se lave aux gants de toilette, on prend une douche. Moi, je prends ma douche quand je me lave les cheveux. Le reste du temps, je me lave, bien sûr, je vous rassure, mais aux gants de toilette. Et c'est bien meilleur pour la peau. J'ai une peau beaucoup moins sèche depuis que je fais ça. Le déodorant, par exemple, je le fabrique moi-même et ça, on en est super content, on changerait pour rien au monde. Donc là, l'huile de coco est indispensable parce qu'il faut que ça fige. Cire d'abeille, bicarbonate de soude, maïzena et des huiles essentielles antitranspirantes, etc. Le palmarosa pour l'odeur. Ça, c'est notre chouchou. On ne peut plus s'en passer. Les dents. Alors les dents, c'est un sujet difficile. J'ai à peu près tout essayé. Pour convaincre mon mari. Moi, ça me convient. Oui. Donc, moi, ça me convient parfaitement. J'utilise de l'argile. Avant, j'utilisais de l'huile de coco pour que ça ressemble à une pâte. Maintenant, je peux très bien mélanger de l'argile, un tout petit peu de bicarbonate de soude et quelques huiles essentielles et tremper ma brosse à dents dedans. Ça me va parfaitement. Pour essayer de convaincre Pierre, j'ai trouvé un dentifrice à la menthe. C'est des petites pastilles, donc c'est vraiment sans déchets. C'est des petites pastilles à mettre dans un flacon en verre. On met de l'eau et puis ça mousse. C'est très sympa, c'est très frais, mais pas encore assez. Donc je ne désespère pas, mais j'avoue que là, je renonce un petit peu quand même. Démaquillant, alors ça, vaste sujet, le démaquillant. Moi, j'ai acheté plein de trucs pour me démaquiller. Pour moi, j'ai été élevée comme ça, on ne va pas se coucher sans se démaquiller. Évidemment, je continue. Mais je me suis aperçue que de l'huile d'olive, c'est juste ce qu'il me faut et je n'ai besoin de strictement rien d'autre. Un peu parfois d'hydrolat pour rafraîchir, mais encore, l'huile d'olive, ça dissout de toute façon le maquillage parfaitement et ça me convient très très bien. En parlant des démaquillants, je fais un petit crochet quand même parce que je suis tombée sur une émission là-dessus qui m'a vraiment choquée parce que je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Pierre vous a parlé tout à l'heure de la partie immergée de l'iceberg, donc je vais l'illustrer avec le coton à démaquiller. Alors les chiffres sont vraiment fiables parce que je les ai vérifiés. Consommation moyenne, c'est 6 cotons par personne, 6 cotons par jour, donc plus de 2100 par an. Or, la culture de ce coton, c'est l'une des plus polluantes au monde, c'est-à-dire que 24% des pesticides mondialement produits partent dans la culture du coton.
Elle est hyper consommatrice d'eau. Faut plus de 5000 litres d'eau pour faire 1 kilo de coton. Le traitement de ce coton jetable, il est encore, pour nombre d'entre eux, au chlore ou à partir de métaux lourds. Et puis, le coton arrive depuis la Chine. Il est cultivé essentiellement en Chine, en Inde et au Brésil. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On achète ça en se disant, bon, c'est pas beaucoup de plastique. Et puis, on frotte un tout petit peu, puis on jette à la poubelle. Et alors que les lingettes lavables, les cotons lavables, comme on en a vu dans la diapo précédente, là, les carrés démaquillants, c'est juste parfait. Et en plus, c'est sans pesticides. Donc voilà. Les produits ménagers, on a besoin que de ça. Alors qu'au début, je voulais tout faire moi-même. Donc, du savon de Marseille, qu'on achète en barre de 4 kilos et que on passe légèrement dans le four avant de le couper pour avoir des beaux carrés. De la maïzena, du bicarbonate de soude, de l'acide citrique, du blanc de meudon, puisque je fais de la pâte qui ressemble à la pâte d'argile pour nettoyer la robinetterie, etc. Des cristaux de soude, du percarbonate de soude, ça je l'utilise pour blanchir le linge, pour faire la lessive qui lave plus blanc que blanc, comme disait Coluche. De la vodka, ça c'est pour me donner du courage. Non, en fait, la vodka, j'ai mis une bouteille de vodka parce qu'on a vraiment galéré pour trouver de l'alcool ménager sans plastique. Et en fait, on achète parfois des bouteilles d'alcool vraiment pas chères, type vodka vraiment premier prix, pour nettoyer les carreaux ou pour une utilisation d'alcool ménager. Du vinaigre, énormément de vinaigre blanc et du savon noir. Donc ça, c'est vraiment la base. Et on s'aperçoit qu'au début, je sais pas combien de recettes j'ai essayé, mais des dizaines pour trouver le liquide vaisselle qui fonctionne, j'ai abandonné. Maintenant, je vous montrerai comment on fait, mais j'ai abandonné. Donc la vaisselle, la voilà. Donc au début, je faisais ce qu'on appelle un cake vaisselle dans le petit pot là-bas. Donc c'est une recette à base de SCI pour que ça mousse, etc. Enfin, c'est un peu chronophage, ça fonctionne bien, mais ça prend du temps. Maintenant, on utilise un savon de Marseille. Alors évidemment, il faut que ce soit le vrai, parce que du savon de Marseille, il y a que 4 ou 5 marques qui font du vrai savon de Marseille. Savon de Marseille avec une brossette ou des petites lingettes lavables, et on fait toute notre vaisselle comme ça, et la vaisselle est propre en fait. Je n'ai absolument plus besoin de liquide vaisselle. Les sols, le savon noir pour les sols en bois, et puis une cuillère à soupe de cristaux de soude dans un seau d'eau chaude pour le carrelage, et c'est nickel. Donc voilà, on a besoin de rien d'autre. La lessive, alors j'ai fait pas mal de tentatives heureuses, mais j'ai pas toujours le temps. Donc la lessive de lierre, de la lessive à 0 €, et ça marche très bien, puisque le lierre contient, alors je sais pas si c'est de la saponine, c'est donc voilà, après une décoction, on fait chauffer, etc. On obtient une lessive qui mousse et qui lave bien, je trouve. Et puis sinon, j'ai eu plusieurs recettes aussi au savon de Marseille avec du bicarbonate, des cristaux de soude et du savon de Marseille, c'est tout, et ça fait une super lessive. Le percarbonate, je l'utilise, je l'ai dit tout à l'heure, pour blanchir le linge. Je le mets dans la machine à laver au moment où je mets en route. Je mets une cuillère à soupe de percarbonate si c'est du linge blanc. Et puis, quand je n'ai pas le temps, parce que on s'octroie aussi, on travaille beaucoup tous les deux, on est loin d'être parfait. Si on ne trouve pas de lessive en vrac, parce que les magasins ne sont pas toujours prêts, j'achète de la lessive Billon en poudre, mais plutôt en poudre parce que l'emballage, pour le coup, est en carton et non pas en plastique. Et puis l'adoucissant, pareil, vinaigre. Alors j'ai essayé dans le vinaigre de mettre des trucs qui vendent, c'est Aromazone qui faisait ça, des trucs qui soi-disant vont sentir bon, etc. C'est faux, en fait. L'odeur ne reste pas du tout sur le linge. Et puis l'odeur, on en est revenu aussi, parce que maintenant, autant cette odeur
de draps frais qu'on considérait comme des draps propres. Ça nous manquait, ça nous a vraiment manqué au début. Autant maintenant, elle nous incommode, cette odeur. Et là, c'est fou comme le cerveau peut se déshabituer. Et pour nous, du linge propre, c'est du linge qui ne sent pas. Et on a dormi chez des amis il y a pas longtemps. Il y avait beaucoup d'adoucissants dans les draps. J'avoue que bon, évidemment, on s'y est fait, hein. Mais bon, c'est pas très agréable. T'as mis de l'adoucissant ce soir? Parce qu'on dort chez notre fille ce soir. Mais non, elle est aussi rentrée. Ils sont tous les deux rentrés quand même pas mal dans le ZD. Les surfaces, la robinetterie, les vitres, les meubles en bois, là pour le coup. Alors c'était ça ce que je faisais là, les citrons. Bon, c'est facile à faire, hein. Vous avez un bocal avec du vinaigre et puis à chaque fois que vous utilisez un citron, vous le mettez dedans. C'est vrai que ça donne une odeur sympa, mais ça on ne le fait plus. Voilà, donc ça c'est de la pâte. Ça ressemble à la pâte d'argile qu'on achète dans les magasins de bricolage et qui est absolument génial pour nettoyer la robinetterie. Mais ça, je la fais moi-même maintenant avec du blanc de meudon. Et elle fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, pour les meubles aussi, je fais mon produit moi-même à base de savon noir pour les meubles en bois. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre les huiles essentielles qu'on veut, y compris d'huile essentielle. Je cherche le nom qui éloigne les moustiques, à la citronnelle, pour éloigner les insectes l'été. Fini les jetables, bien évidemment, donc place au tissu. Donc chiffon, mouchoir, serviette, gants de toilette, carré démaquillant, des lingettes WC aussi, je vous expliquerai après. Et donc ça, on en a en grosse quantité. Comme ça, ça passe à la lessive de temps en temps avec les serviettes, etc. On a une grosse quantité parce qu'il y a 7 ans qu'on n'a pas utilisé un seul morceau de sopalin et ça ne nous viendrait même plus à l'idée. En fait, au début, ça aussi, c'est comment on va faire sans sopalin, comment on peut vivre sans sopalin. Et en fait, on vit super bien sans sopalin. On a même oublié pourquoi on s'était posé cette question-là. Et puis évidemment des mouchoirs en tissu. Alors j'ai déjà entendu des gens me dire, mais des mouchoirs en tissu c'est sale. Non, non, c'est absolument pas sale. On se mouche pas 18 fois dedans et on les lave nos mouchoirs en tissu. Donc non, mouchoirs en tissu, ce n'est pas sale. Les WC. Donc c'est encore une photo d'Antoine Repessé. Donc les WC. C'était une vraie question au départ. Au niveau consommation d'eau, parce qu'en France, c'est quand même 14 000 litres pour une personne en un an de consommation d'eau potable, quelque part, ça interpelle. Et oui, 3 200 litres d'eau utilisée chaque seconde. L'impact écologique du papier toilette aussi dans le monde. Donc au niveau des arbres, donc les chiffres que j'ai trouvés, WWF, c'est 270 000 arbres utilisés pour produire des produits ménagers à base de papier, dont le papier toilette quand même chaque jour. 150 litres d'eau nécessaires pour la fabrication d'un rouleau de papier toilette. J'ai pris le chiffre le plus faible que j'ai trouvé, parce qu'il y en a qui annoncent des chiffres beaucoup plus élevés que ça. Et puis, la consommation de papier toilette en France, c'est 13 kilos de papier toilette par seconde, et un chiffre d'affaires évidemment de 786 millions d'euros par an. Donc, on a trouvé une solution qui nous convient parfaitement, c'est la douchette WC. Douchette WC, je vais développer après. Donc douchette WC évidemment avec les petites lingettes en tissu, parce que l'avantage de la douchette WC, c'est qu'on se lave. Donc quand on utilise une lingette, elle est propre la lingette. C'est pas comme le papier toilette. D'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus propre d'un point de vue hygiénique.
Et puis, alors au début, je faisais mes produits, ça c'était le début. Hein. Donc j'avais fait dans des moules à glaçons, des petits cœurs à base d'acide qu'on met dans les toilettes. Tout ça, je voulais que tout soit joli. Je voulais. Et bon, ça je le fais plus. Ça a moins d'importance maintenant. Et le gel WC, par contre, que je continue à faire à base de maïzena parce qu'il gélifie bien et il adhère aux parois. Donc ça, on peut le faire soi-même hein, avec du vinaigre, l'acide citrique, du bicarbonate et de la maïzena. Et puis sinon, quand j'ai pas le temps d'en faire, ben on passe juste de l'acide citrique sur les parois et ça, au niveau du calcaire, c'est bien. Évidemment, plus de désodorisant de toilette, les allumettes, le soufre fonctionne très bien. Hein. Il suffit de gratter une allumette et les odeurs disparaissent. Donc la douchette, on a été étonnés parce qu'on n'en parle pas du tout en France. D'ailleurs, je suis allée sur des sites hein, qui dénoncent justement la surconsommation d'eau, etc. Donc qui donnent des alternatives. Alors évidemment le WC avec les deux boutons, enfin le bi-bouton pour utiliser moins d'eau. On donne des techniques, genre mettre des bouteilles dans la chasse d'eau. On parle des toilettes sèches, mais la douchette, on n'en parle jamais. En fait, une douchette, il faut, pour se nettoyer les fesses et la cuvette en même temps, 1 demi-litre d'eau. Et on ne tire pas la chasse pour les petites commes, puisque on a eu du mal à trouver ça, on savait pas comment on allait dire. On va pas dire pipi quand même. Donc, là, c'est juste 1 demi-litre d'eau, sachant que comme on pulvérise de l'eau aussi dans les toilettes, on n'a plus besoin de tirer la chasse, donc les économies sont vraiment énormes. Alors que, je rappelle, hein, c'est 10 litres d'eau par chasse et plus de 150 litres d'eau pour fabriquer un seul rouleau de papier hygiénique. Donc, je vous conseille vraiment la douchette WC. L'alimentation. Je te repasse la parole. Donc l'alimentation, oui, parce que les courses, en fait, c'est moi, en grande partie. Donc je reprends la main. Voilà. Donc on reste dans l'eau. Donc on va commencer par l'eau, hein, bien sûr, à la base de tout. Et donc l'eau de robinet, évidemment. Donc des bonbonnes d'eau. L'eau de robinet, c'est une qualité irréprochable. C'est un des produits les plus suivis hein, au niveau alimentaire, donc qui est très très contrôlé. Donc il y a quelques exceptions, c'est vrai. On sait qu'il y a quelques régions, notamment très agricoles, où l'eau de robinet est assez discutable. Voilà, c'est pas notre cas, on a cette chance-là. Voilà, donc on l'utilise. Donc voilà, on a utilisé pas mal de choses. Là, on utilise des petites perles de porcelaine. Donc on laisse l'eau un petit peu décanter, un petit peu s'évaporer, perdre son chlore avant de la consommer. Donc on a un petit roulement comme ça sur une bonbonne de 8 litres, 8-10 litres. Et donc en termes de qualité, pas de souci, 100 à 300 fois moins cher que l'eau en bouteille évidemment, et c'est nanoparticules. Hein, finalement, le prix au litre n'est pas comparable. Il n'y a aucune comparaison possible. Et donc ça permet d'éviter 5 kg de plastique par an et par habitant. Hein, voilà, donc de nouveau, ce plastique à éviter. Donc de l'eau de robinet et puis des gourdes. Toujours des gourdes pour aller travailler, pour se déplacer en voiture, des gourdes partout. Donc ça c'est très simple. Et puis à la maison, des carafes, tout simplement. C'est pas très compliqué finalement à gérer tout ça, une fois qu'on est un petit peu équipé. Et donc l'alimentation, évidemment, c'est un pôle important pour tous, c'est du quotidien, c'est un impact très important, un impact en termes de temps. Faire des courses, ça prend du temps, évidemment, un impact financier, donc voilà, ça a bien géré aussi, et puis un impact en santé humaine, tout ça, on l'a exposé tout à l'heure. Donc il faut trouver, donc en fait, pour durer, l'idée, c'est ça aujourd'hui, c'est comment durer, finalement, que ce soit pas trop contraignant. Donc, vous trouvez le bon équilibre entre ces activités, qu'elles soient pro et personnelles, ces ressources, donc les ressources en termes de commerce environnant, les ressources en temps, les ressources financières, et puis ses propres modes d'alimentation. On a tous nos façons de nous alimenter. Donc, en fait, l'idée, lorsque vous faites des courses, voilà, pour perdurer, s'installer dans la durée, c'est de trouver le bon équilibre entre tout ça, sans que ça devienne trop contraignant. Donc, comment on a procédé? Donc, au début, l'équipement. On va commencer par l'équipement de cuisine avant de passer aux aliments eux-mêmes. Donc, on a d'abord fait un grand ménage à la maison. Donc, minimalisme, durabilité. Et donc, progressivement, très progressivement, on a remplacé tous ces accessoires en plastique par des accessoires, soit en bois, soit en métal.
remplacer on s'est débarrassé de nos fameuses Nespresso, trucs à capsule, tout ça, machin. Évidemment, on a pratiqué tout ça, comme tout le monde. Et donc, on est passé sur des cafetières. Donc, on a essayé un petit peu tous les types. Maintenant, on est resté sur la presse française, les cafetières 100% métalliques. Un café moulu qui marche très très bien, là, tout à gauche. Les casseroles, donc tout ce qui est ensuite casserole, fait tout, etc. Tout le Tefal a été évidemment systématiquement éliminé de la cuisine pour d'autres raisons. Donc ça, c'est l'empoisonnement par le téflon. Donc je l'ai pas abordé, mais on peut pas tout aborder ici. Les couverts en plastique, ce sont des couverts métalliques. Le verre, toute la verrerie est remplacée par du verre parce que les verres classiques ne sont pas recyclables. Les verres en général. Donc il existe quelques marques qui procurent des verres, des carafes, etc. en verre recyclable. C'est un verre qui est plus épais, qui est beaucoup plus solide et qui est très agréable d'ailleurs. Donc tout ça, ça a été remplacé progressivement. Et donc ce qu'on a éliminé, bien sûr, c'était rentré dans les circuits de recyclage, donc par le Cimevan notamment, etc. pour avoir une élimination, pour être éliminé de la meilleure façon. Donc ça a été le premier temps. Et puis ça permet aussi de se recentrer finalement et de jeter tous ces petits gadgets qui n'ont jamais servi. Et qu'on accumule tous un peu partout. Acheter sur les marchés. Et acheter sur les marchés, oui, notamment, pendant les vacances. Et donc l'alimentation, donc la stratégie, donc ça a été avant tout donc d'éviter tout emballage, suremballage, suremballage. Donc ça, je crois que c'est une évidence maintenant pour tout le monde, mais pourtant ça existe toujours, même si on constate quand même des progrès. C'est vrai que là, sur la durée, depuis 6 ans, ces dernières années, on constate quelques progrès. Quelques produits qui sont en carton, notamment les produits secs. Évidemment, c'est plus difficile pour le frais, mais sur les produits secs, comme les féculents notamment, il existe des marques qui vendent uniquement en carton, sans emballage plastique. Ça commence à arriver tout doucement, tout doucement. Privilégier le commerce de proximité, évidemment, les fruits et légumes de saison, locaux dans la mesure du possible. Donc ça, c'est possible. Donc idéalement bio, bien sûr, pour l'écologie, pour la santé. Donc voilà, alors si vous vivez à la campagne, c'est très facile, il y a toujours une petite ferme qui traîne et qui vend des produits locaux, mais en ville, c'est possible aussi, il y a des centrales d'achat, notamment en région lilloise, je crois qu'on est pas mal desservi aussi. Et puis, bien sûr, éviter le gaspillage. Donc le gaspillage alimentaire, en France, donc c'est absolument, donc ça n'a pas été remis à jour, ça a quelques années. Donc la production, c'est 10 millions de tonnes de déchets alimentaires chaque année, donc 6,5 millions par les foyers, c'est-à-dire par vous et moi. Le reste par la distribution, la restauration, dont 1,2 million de tonnes de nourriture encore consommable, soit 20 kilos par an et par Français. Donc ça, on a aussi beaucoup travaillé cet aspect-là, de réduire les déchets organiques. Donc de toute façon de les retirer des poubelles classiques, parce qu'en plus on apporte de la matière humide et donc on rend les matières beaucoup plus difficilement incinérables avec ces matières organiques, donc on les a totalement retirées pour les mettre en compost, et puis bien sûr réduire ce fameux gaspillage alimentaire. Donc pour réduire le gaspillage, c'est d'abord de l'organisation. Donc un exemple, voilà, nous c'est ce qu'on a trouvé, qu'on a conservé d'ailleurs. On utilise une petite appli qui est toute simple, qui s'appelle Trello, et donc qui permet de faire des listes de menus. C'est-à-dire avant de faire les courses, vous faites vos listes de menus, vous savez déjà ce que vous allez manger sur la semaine. Ça permet de faire une liste de courses et à partir de là, d'aller faire les courses tranquillement avec ses emballages. Donc on s'équipe. Voilà, on sait exactement ce qu'on va manger, on sait exactement ce qu'on va acheter. On n'achètera rien d'autre, sauf petite exception, sauf petit craquage, ça peut arriver, mais ils sont beaucoup plus limités dans ces cas-là. Et donc on s'équipe, on sait ce qu'on doit acheter. Donc si on doit acheter des fruits et légumes, ce sont des poches comme ça en tissu qui sont là à droite, qui permettent de mettre les fruits et les légumes sans passer par les sacs plastiques, ni même les sacs maïs, sur lesquels il y a pas mal à dire, en termes de culture du maïs, mais aussi en termes de biodégradabilité. J'en ai mis pas mal dans mon compost et ils y sont encore d'ailleurs. Quand je récupère le terreau du compost, les sacs maïs sont toujours dedans, sont toujours pas dégradés. Donc très discutable. Donc aujourd'hui, on est sur des petits sacs en tissu, des bocaux, des boîtes comme ça qui vont me permettre d'acheter en vrac. Donc l'idée ici, c'est d'acheter en vrac et donc d'arriver bien équipé en sachant ce qu'on va acheter.
Donc acheter en vrac, ben ça couvre donc une gamme très très large. Donc ce sont les féculents, donc sur les pâtes. On peut facilement acheter, en plus en région lilloise, c'est encore plus facile. Hein. Il y a pas mal de boutiques qui offrent du vrac de qualité et à des prix tout à fait corrects, donc des pâtes, du riz, etc., du sucre, tout est achetable en vrac quasiment. Et puis même donc des biscuits apéritifs, des noix de cajou, des choses comme ça, des arachides, quoi d'autre. Et puis des produits frais. Donc aujourd'hui, c'est moi en supermarché, donc on a un petit supermarché près de chez nous, on vit dans un bourg de 5000 habitants, donc c'est pas un hypermarché, un supermarché, mais donc j'arrive avec mes boîtes et j'achète des crevettes, j'achète du jambon, parce que voilà, je suis flexitarien, je suis pas végétarien. Les vendeuses d'ailleurs l'appellent Monsieur Boîte. Voilà, je suis Monsieur On Boîte. est très rare à le faire, donc il est hyper connu aussi. Il est devenu la star du supermarché. Je suis le comté à faire mes courses avec mes boîtes 6 ans plus tard, voilà, toujours tout seul. Voilà, c'est comme ça. Il faut s'y habituer. Donc acheter voilà, donc du poisson, de la charcuterie, acheter du gruyère qu'on va râper nous-mêmes plutôt que d'acheter des sachets de gruyère râpés. Hein, donc ça conserve mieux, le goût est bien meilleur et c'est moins cher. Et il n'y a pas de plastique. Donc tout ça c'est très très facile, il suffit de s'organiser avant. Donc tous les fromages, tous ces produits-là, tous les produits frais en particulier, puisque l'emballage du produit frais évidemment il est problématique. C'est en ça que le plastique reste une matière intéressante. Hein, il n'est pas question de dénigrer les qualités du plastique. Le problème c'est ce qu'on en fait. Mais pour le produit frais, l'idéal ça reste de toute façon ces contenants-là. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui dans les différents commerces. Donc voilà, donc ça en hypermarché, en supermarché, c'est possible, dans les petites épiceries aussi du coin, sur Oisem, Gambetta, il y en a plein qui ont fait ça. Un grand recul quand même pendant la Covid, hein, où tout a été remis en plastique, hein, donc même dans les petites épiceries, on refusait le vrac, voilà, on avait peur des contacts, Grand Frais c'est pareil, tout a été remis en plastique, et tout est encore en plastique aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est un peu dommage, on ne sait pas pourquoi, apparemment, ça perdure. Donc voilà pour le vrac. Et puis sinon, lorsque le vrac n'est pas possible, eh bien choisir les meilleurs contenants, les moins pires, on va dire, donc c'est quoi? C'est le verre et le fer, hein, le métal en priorité, parce que ça, c'est recyclable à l'infini, hein, quasiment, avec un coût énergétique assez limité, contrairement au plastique. Hein. Le recyclage du plastique, par exemple, on sait qu'un plastique recyclé, c'est 10 cycles de recyclage au maximum. Sur les bouteilles d'eau, par exemple, les 10 cycles sont atteints en 1 an. Donc c'est ça le recyclage du plastique. Ça, c'est à l'infini. Donc lorsqu'on ne peut pas acheter de vrac, le verre, les conserves, bien sûr, donc le métal en priorité. Sinon, faire au mieux, donc les packs, voilà, ça c'est considéré comme recyclable, mais 3 petits points, est-ce que c'est vraiment recyclé, hein, avec cette fameuse pellicule alu à l'intérieur, hein, très très compliqué ça, de dégager ça. Finalement, je pense que c'est incinéré, tout simplement, même si on vous demande de le mettre dans la poubelle jaune, comme on dit. Voilà, donc ça, c'est quand on n'a pas le choix, sinon du carton, évidemment, ou alors s'abstenir. Donc finalement, s'abstenir, ça a été un peu parfois difficile, parfois un peu frustrant au début, et puis avec le temps, on finit par décanter, on se rend compte, on réalise de ce qui est vraiment important et qui finalement avec le temps le devient beaucoup moins. Voilà, donc on décante certaines choses et puis parfois quelques petits craquages. Donc les craquages, c'est quoi? Ça va être une glace, ça va être un ski. Donc idéalement, on va plutôt les acheter en pinte, les glaces, mais parfois un ski, pourquoi pas. Ou alors, donc là, on a mis un exemple de feta. La feta, on peut la trouver, on peut l'acheter en vrac sans aucun problème, ce qu'on fait régulièrement. Mais parfois, vous êtes en vacances, vous êtes en week-end, vous n'êtes pas près du commerce. Et puis c'est l'été, il fait chaud, les tomates sont belles. On craque un peu sur un morceau de feta. Voilà. Donc c'est le genre de petites choses comme ça, ou alors un pot de crème fraîche, parce que la crème fraîche, en vrac, c'est pas facile à trouver, de qualité non plus. Donc voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, on se l'autorise avec le bilan qu'on vous a présenté au début. Donc ça reste tout à fait acceptable. Et donc après les courses, eh bien c'est ranger les courses. Et donc ranger les courses, c'est pareil. Hein. Donc puisqu'on achète en vrac, donc les produits frais là, c'est vraiment très très pratique parce que vous rentrez les courses, vous mettez tout directement au frigo. Voilà, donc pas besoin de ressortir. Et puis pour le reste, eh bien c'est s'équiper, donc récupérer des bouteilles de jus de fruits qui deviennent des bouteilles
à riz, semoule, etc. Et puis donc s'équiper en différents pots. C'est de l'équipement et c'est de l'équipement durable, hein, bien sûr. Parce que ça, c'est pas près de quitter la maison. Donc très très pratique. Ensuite congelé. Donc le principe des bocaux, le principe des boîtes toujours, des tissus aussi et du batch cooking. Donc le batch cooking, tout le monde connaît. Hein, vous cuisinez en grande quantité. Hein, juste, vous avez déjà un setup qui est mis en place, donc quitte à faire 2 plats, on en fait 10 ou 12. Et puis derrière, on congèle. Donc un exemple au milieu sont par exemple des pâtes à pizza. Voilà qu'on fait. On fait une douzaine de pâtes à pizza. À l'avance, on les étale, on les roule, on les précuit 2 minutes. Et puis ensuite, on les emballe dans des carrés de draps récupérés. Voilà, des vieux draps récupérés, découpés en carrés. Et puis ensuite congelés comme ça, et puis sortis à la demande. Voilà, c'est des choses simples, ça prend 1 heure le dimanche après-midi. Voilà, vous avez votre stock de pâtes à pizza pour le mois. Hein, si vous voulez faire des pizzas, bien sûr. Donc ça, c'est la congélation et le batch cooking. Ça aussi, c'est très important, très intéressant. Et donc enfin, pour moi, voilà, travailler par exemple, au niveau du travail, c'est le fameux déjeuner. Donc pour moi, le déjeuner à l'espace ou ailleurs, hein, c'est le sandwich préparé le matin avant de partir, avec la baguette du boulanger, des fruits, des légumes, etc. Enfin, des légumes. Tout ça emballé dans un torchon, tout simplement, mis dans un sac, hein, plutôt que d'acheter ça à la boulangerie du coin. Le petit creux entre 2 cours, c'est un mélange d'arachide. Hein, voilà, j'ai un petit pochon en tissu, j'ai toujours ça avec moi. Le dessert, c'est du chocolat en plaques. C'est du papier, c'est de l'alu, pas de souci, c'est les fruits. Donc tout ça pour un coût. En plus, on parlait du coût au départ. Hein. Ça, acheté à la boulangerie du coin, c'est 7-8 euros avec le dessert. Hein. Moi, là, ici, le coût, c'est quoi, 1 euro, 1,50 €, peut-être. Donc ça joue aussi, hein, parce que ça, c'est du quotidien. Ça revient tous les jours. Puis c'est emballé dans du tissu, surtout. Et voilà, tout ça en tissu, sans aucun plastique. Voilà. Et puis bien sûr la gourde, bien sûr le petit carré en plastique pour le café au distributeur, ce qui est tout à fait possible ici à l'espace, hein, qui est vraiment un endroit qui est vraiment facile de ce côté-là, parce qu'il y a une vraie volonté aussi, hein, par toi, par Antoine notamment. Donc c'est pas le cas partout, hein, voilà. Mais la plupart des distributeurs aujourd'hui permettent d'utiliser ce genre de gobelets métalliques qui évitent les gobelets plastiques. C'est facile. Donc voilà, je vais te repasser la parole, parce que travailler c'est bien, mais la fête c'est moi. Donc on fait beaucoup la fête à la maison, avec nos amis, avec les jeunes, avec les copains de nos enfants, copains, copines. On adore ça. On a une maison qui s'y prête en plus. Donc quand on fait la fête, on est parfois 50 personnes. Donc là, il faut gérer. Et au début, ZD, c'était un peu waouh, comment on va faire? Et puis en fait, ça s'est très bien géré. Dans les pôles, ce que vous voyez là sur le côté, c'est un vieux drap que j'ai coupé avec des ciseaux cranteurs. J'ai fait 100 serviettes de fête. Avec le ciseau cranteur, ça empêche de s'effilocher. Là, ça fait 7 ans qu'on les a. Ça commence seulement à s'effilocher. Je crois que je vais devoir resacrifier un drap, mais au moins ça, ce sera recyclé. Et je n'ai pas acheté de serviettes en papier. La vaisselle, des pailles en inox, bien sûr, s'il y a des moritos, par exemple. La vaisselle, en verre, prioritairement, hein, j'en ai récupéré pas mal. Et puis même de la vaisselle qu'on trouve parfois à la boutique à Don, dont je vous ai parlé. Bon, de la vaisselle, des gens qui débarrassent des maisons, on récupère pour avoir des verres pour faire la fête. Et puis sinon, on loue quand on est vraiment nombreux, qu'il y a de la bière, tout ça, on loue des éco-cups. Le verre consigné, on a de la chance. On a trouvé Cache Boisson. Il y en a peut-être d'autres, mais on a un Cache Boisson pas loin de chez nous et ils font l'eau pétillante, l'orangina, les bières, tout ça. Ils le font en verre consigné. Donc ça, j'étais contente de voir que la consigne revient en France parce que je croyais qu'il fallait que ça se faisait uniquement en Belgique, mais non, ça revient en France. Noël approche aussi, donc là c'est un peu en vrac, hein. Le choix des cadeaux évidemment, et puis des emballages.
Alors, je me suis perfectionnée depuis. Là, j'ai retrouvé cette photo-là, mais j'arrive à faire mieux maintenant. Donc, emballage avec des tissus. Bien sûr, je récupère les tissus après, parce qu'en fait, un papier emballage, il y a beaucoup d'encre, il y a vraiment beaucoup de cochonneries dedans, et puis, ça sert à quoi? Enfin, on ouvre le paquet, on met le papier à la poubelle. Donc, ça interpelle quand même. Et que le papier craft, qui permet, parfois, j'utilise du papier craft, mais en tissu, ça fonctionne très bien et on peut faire des choses très jolies quand on a le temps. Pareil pour les plantes. Je parlais des plantes tout à l'heure, les copains qui nous offrent alors si je les adore, mes copains, et évidemment que ça fait plaisir quand on a un cadeau, mais quand c'est emballé dans du papier cristal, tout ça, je me dis mais ça va occuper la moitié de ma poubelle, mais mon bilan alors. Et en fait, je trouve en plus beaucoup plus joli d'offrir une plante emballée dans de la toile de jute ou tout ça. Je trouve ça plus classe, beaucoup plus joli. Mais ça, c'est une histoire de goût. Les 5 R. Donc les 5 R, c'est Bea Johnson. C'est vraiment important. Refuser. Le premier R, c'est refuser. Être capable de refuser. C'est pas facile, parfois, de refuser. Refuser tous les produits à usage unique, les emballages, le superflu. Donc, systématiquement, les sacs proposés dans les magasins. Donc, ça implique forcément d'avoir un tote bag dans son sac, de l'avoir anticipé. Mais il m'est arrivé de sortir de magasins avec des trucs plein les bras, pour réussir à tenir. Refuser d'acheter des produits emballés sur emballés, ça on en a évidemment parlé. Refuser les échantillons, les stylos publicitaires, les calendriers qu'on n'utilisera jamais. Alors j'ai fait beaucoup rire, c'était l'année dernière. C'était un pompier qui venait m'apporter son calendrier. Puis j'ai dit non, je donne l'argent, mais je ne prends pas le calendrier. Mais si, vous prenez le calendrier. Non, mais il a fallu entrer en négociation pour ne pas prendre le calendrier qui allait aller directement à la poubelle de toute façon, puisque j'en utilise pas. Préciser sans paille, alors ça, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais je sais que pendant un moment, j'avais toujours une paille dans mon sac à main, et si on boit un verre en terrasse, il fallait surtout pas oublier de dire qu'on ne voulait pas de paille, parce que sinon, elle arrivait avec le verre, la fameuse paille en plastique. Donc, ne pas oublier de refuser aussi ce genre de choses. Réduire la consommation de biens et d'énergie, vivre mieux avec moins, c'est ce qu'on fait. Nous, on est vraiment rentré. On peut dire qu'on est rentré en déconsommation. On consomme beaucoup moins, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Donc, se poser les bonnes questions. C'est avant d'acheter un objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que qu'est-ce qu'on a acheté comme truc par coup de cœur, tout à l'heure on parlait sur les marchés, le mec qui fait sa démo avec les pluches machin qu'il nous faut absolument parce qu'on pourra plus vivre sans. Maintenant ça ne marche plus avec nous, parce que on en a donné plein qu'on avait dans les tiroirs et qu'on n'a jamais utilisé. Est-ce qu'il est possible de le louer ou de l'emprunter? Ça c'est dans le bricolage par exemple. Et puis temporiser. Alors j'avais lu quelque chose là-dessus. En fait, ça fonctionne sur moi. C'est quand j'ai vraiment envie d'un truc, j'attends 15 jours avant de l'acheter. Et la plupart du temps, je ne me souviens même plus de ce dont j'avais envie. Je me dis, tiens, il y a 15 jours, je voulais acheter un truc. Mais en fait, j'ai oublié. Donc temporiser, c'est important. Les achats impulsifs sont rarement des achats dont on a vraiment besoin. Le R de réparer, c'est-à-dire réparer tout ce qui peut l'être plutôt que d'acheter. Ouais. Alors réparer, on a la chance. Alors je ne sais pas s'il y a ça, il y a sûrement ça dans la région lilloise. Nous, on a le Repère Café. Je sais que c'est connu ici. Voilà. Voilà, génial. Donc voilà, quand on a quelque chose à faire réparer, on embarque même les trucs de nos mamans quand elles ont ça marche plus, attends, je l'emmène au Repère Café. On tombe en plus sur des gens fantastiques. Les échanges humains sont vraiment vraiment riches dans ces cas-là. Et puis nous ont réparé pas mal de choses, donc très important.
Réutiliser, c'est-à-dire qu'on essaye d'acheter. On va plutôt acheter un stylo rechargeable, briquet, on fume plus, mais parfois on peut avoir besoin d'un briquet, plutôt rechargeable. Des tissus évidemment plutôt que les papiers, des piles rechargeables. Tout ce qui peut être réutilisé, et en fait on fuit l'usage unique, tout simplement. Dans mon métier aussi, quand je fais mes commandes de fournitures pour mes élèves, je suis très très attentive à tout ce qui est usage unique, pour essayer de leur offrir des fournitures qui sont au maximum rechargeables, réutilisables, etc. Recycler, bien évidemment. Alors, en dehors des poubelles classiques, les bouchons, par exemple, les bouchons de vin se recyclent. En fait, on peut les porter. On ne savait pas au début. Il a fallu que j'enquête là-dessus. Mais il y a plein d'endroits. Je sais qu'il y a les magasins de vrac à Lille, comme des Baïdés, qui reprennent les bouchons. Et il y a les vins Nicolas. Il y a une grande borne à l'accueil. Et en fait, avec ça, ils refont d'autres bouchons parce que ça fait des arbres en moins à tuer. Et pour moi, c'est un recyclage important. Recycler les vêtements qui sont abîmés, etc. Donc là, c'est pareil, il y a des filières qui recyclent très proprement, ça finit en chiffon, etc. Plutôt que les mettre à la poubelle et que ce soit incinéré. Et puis, bien entendu, le papier, etc. Mais c'est vraiment recycler, c'est si on n'a pas pu refuser, réparer, réutiliser. Parce que si on n'a pas pu refuser, d'abord, j'y tiens aussi à ça. Rendre à la terre, les déchets organiques, 30% des déchets rejetés par les Français. En fait, le compostage, ça réduit aussi les volumes traités par la filière classique d'incinération, dans le sens où des épluchures de légumes, etc., c'est très humide et ça ralentit aussi la combustion. Donc, ça fait dépenser plus d'énergie, en fait, en combustion. Et puis, ça permet d'avoir un compost de qualité. On l'apprécie, notre compost. Rendre à la terre, mais pas n'importe quoi. Alors ça, c'est pareil, j'ai été très surprise en fouillant les mégots dans la rue. Quand même 137 000 mégots jetés par seconde. Je ne savais pas de quoi ils étaient composés. Alors on était tous les deux, là, on a arrêté de fumer, mais on était tous les deux fumeurs. Et en fait, c'est non biodégradable, ces petits mégots, ça n'a l'air de rien. C'est hyper toxique, nicotine, traces de pesticides, phénol, ammoniac, etc., arsenic, autres métaux lourds, mercure, plomb. Enfin, j'ai vraiment halluciné quand j'ai lu tout ça. Et jeté dans la nature, ça se dilue dans l'eau, ça se répand dans le sol. Un seul mégot, pour info, un seul tout petit mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et puis la plupart du temps, moi je voyais après les marchés, là quand ils passent les jets d'eau et qu'ils mettent tout dans les égouts, donc on voit la quantité de mégots, c'est effarant. Et puis tout ça part dans la mer, puisque c'est là que ça commence. Donc en plus ça. Pollution marine vraiment inquiétante, beaucoup de morts de poissons aussi qui confondent avec leur nourriture. Ça, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment un mégot. Il faut vraiment avoir un cendrier de poche, quelque chose quand on fume, ou alors le jeter au bon endroit, mais surtout pas par terre. Et encore. Acheter d'occasion, reconditionner. On travaille, on ne peut pas se passer d'ordinateur, on ne peut pas se passer de téléphone, on ne peut pas. Donc tout ce qu'on a acheté ces derniers temps, je pense tout. La télé c'était Le Bon Coin, les 2 ordinateurs Back Market en reconditionné, les téléphones on a racheté à nos enfants et puis machine à laver, ça c'est la machine à laver que j'avais achetée à Louise quand elle a commencé ses études. Je l'avais payé 60 € à la ressourcerie des vins Malmaison et elle fonctionnait très bien. D'ailleurs, elle est encore, c'est une autre de mes filles qui l'a récupérée et elle fonctionne très très bien. Donc là, c'est le principe. Je les avais vus travailler. Ils désossent les machines et puis ils prennent les pièces importantes pour en réparer d'autres et puis ils font des machines qu'ils vendent 50, 60 € et c'est super.
Gérer les emails, donc ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est une catastrophe écologique, hein, ça. 20 emails par jour et par utilisateur en émissions de CO2, ça équivaut à plus de 1000 kilomètres de voiture. Donc vider sa boîte mail et ne surtout pas oublier de vider la corbeille, parce que tant qu'on n'a pas vidé la boîte, ou au moins supprimé les pièces jointes, les mails sont stockés. Hein. Un seul email stocké pendant 1 an, ça génère 10 grammes de CO2. Donc c'est vraiment se désabonner des newsletters, parce qu'il y en a. Moi j'étais abonnée à plein de trucs avant, mais en fait je les lisais pas, je les jetais directement. Et j'oubliais de vider ma corbeille. Donc ce que je ne savais pas, c'est que c'était encore stocké tant qu'on ne vide pas la corbeille. Compresser les pièces jointes, et puis ne pas faire de répondre à tous quand c'est pas, la plupart du temps c'est pas nécessaire de faire des répondre à tous, parce que là on démultiplie le mail, la pièce jointe, etc. Donc ça c'est vraiment extrêmement important, et puis assez facile à faire pour le coup, mais il faut être régulier, faut pas attendre, parce que quand on s'y met au bout de quelques années, il y a quelques heures à passer au départ. Le kit indispensable lors des déplacements, faut y penser à l'avance, sinon on se dit zut, on a oublié, et puis du coup on peut pas acheter des tote bags, des sacs à vrac, une gourde en inox, un mug, on a toujours un mug en métal avec nous, une paille en inox, des mouchoirs en tissu et un cendrier de poche pour les fumeurs. Donc c'est une liste non exhaustive, mais c'est important de s'équiper en fait quand on fonctionne en zéro déchet. Il faut avoir l'équipement nécessaire pour le faire. Les publicités dans les boîtes, alors normalement c'est interdit, mais je vois encore des distributeurs, des gens qui distribuent de la publicité dans les boîtes, parce que ça représentait, d'autant que c'était autorisé, 40 kilos de prospectus par foyer et par an, ce qui est énorme. La plupart du temps, en plus, on les jette directement. Moi, j'ai rarement vu des gens lire les pubs, si parfois, mais c'est vraiment rare. Donc ça, le stop pub, indispensable. Et puis, j'ai parlé de Gandhi, mais il y a un autre penseur, les plus jeunes le connaissent peut-être pas. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas, cette phrase-là, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle montre à quel point le pouvoir du consommateur, en fait, le consommateur a un pouvoir. Moi, quand j'achète un truc, je me le dis, c'est pour ça que je n'arriverai pas à faire marche arrière dans ma démarche. Je cautionne ce que j'achète. Je donne l'argent, je dis au fabricant, vous avez raison, continuez, c'est comme ça, c'est vers ça qu'on veut tendre. Donc, à chaque fois que j'achète quelque chose, je réfléchis vraiment et je me dis, mais c'est vrai que si on ne l'achetait pas, si ça ne se vendait pas, il serait obligé de trouver d'autres solutions. On a créé, alors on n'a pas de blog, de machin, tout ça, mais j'ai créé il y a quelques années un groupe Facebook, c'est un groupe privé, mais on accepte évidemment tous les gens qui demandent à y rentrer. Au départ, je l'avais créé pour mes copines parce que je passais mon temps à répondre au téléphone, à envoyer des recettes, etc. J'ai dit, je vais faire un petit groupe entre nous. Et puis les copines ont invité leurs copines, et puis etc. Donc là, on doit être 580, quelque chose comme ça. Alors c'est un groupe qui ne fonctionne plus puisque je n'ai plus rien à mettre dessus. Puisque ça y est, on a quelque chose qui est assez rodé, donc ce n'est pas un groupe vraiment vivant. Par contre, il y a toutes les recettes que j'ai testées, etc. Et je me suis arrangée pour ne mettre aucune recette que je n'avais pas appréciée. J'ai enlevé quand ça ne fonctionne pas, je ne la mets pas. Contrairement, parce sur le net, on trouve énormément de choses, mais qui ne fonctionnent pas toujours. Voilà. Merci. Merci. J'aime beaucoup la fin avec Coluche, où finalement c'est notre consommation, c'est aussi c'est s'engager et qu'on est un consommateur responsable, c'est s'engager aussi dans des choses. Moi, j'ai plein de questions, mais je suppose qu'il y en a qui ont peut-être des questions, même des réactions. N'hésitez pas, levez la main. Non, personne n'a envie de poser une question. Oui.
enfin, j'en suis très très loin. Moi, le chiffre qui m'a vraiment étonné, c'est les poubelles ménagères 2 fois par an. Est-ce que c'est, je veux dire, nous, ma poubelle, elle est pleine 1 fois par semaine, quoi. Donc, oui, nous, elle était aussi, on a connu tout ça. Mais parce qu'il y a plus de produits frais dedans, en fait. Voilà, tout ce qui est organique, parce que le problème des poubelles sont les produits frais, finalement. C'est tout ce qui est organique qui va pourrir, qui va donner des odeurs. À partir du moment où vous n'avez plus aucun produit organique dans la poubelle ménagère, c'est-à-dire tout part en compost ou aux poules, voilà. Bien que moi je ne sois pas végétarien, moi mon épouse, mais malgré ça, en fait, voilà, tout peut partir aux poules. Donc de ce fait, il n'y a plus que des produits secs. Donc c'est justement du plastique, c'est du polystyrène, c'est des déchets de médicaments, ou voilà, on ne fume plus, on vapote. Comme ça en plastique, des emballages qu'on ne peut pas éviter. Donc tout ça, ça peut rester pendant plusieurs mois en fait, sans dégager aucune odeur. Et donc elle se remplit tout doucement. Donc oui, c'est une fois après les fêtes, parce qu'au moment des fêtes, il y a des cadeaux, tout ça, donc il y a forcément du déchet qui arrive. Et puis ensuite, avant de partir en vacances, tu te fais un peu chaud. Donc, on a envie de ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Pour rebondir justement sur les poubelles, etc. Peut-être que vous n'aurez pas la réponse, mais j'ai 2 chats chez moi qui ont donc 2 litières. Est-ce que la litière, ça va dans le compost justement, parce qu'il faut bien que quelque part leur déjection. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'est juste que je me dis, si je veux réduire ma consommation de déchets ménagers. J'ai déjà vu qu'il y avait différents types de litières. Donc, est-ce qu'il y a des litières justement Après, c'est la matière organique aussi, du coup, supplémentaire. Parce qu'autant la litière, bon, oui, la litière, c'est minéral, donc. Mais est-ce que la matière qui est avec la litière sera recyclable également? Bon, après, vous avez peut-être. Moi, je sais pas si je la mets. Compostable, oui. Est-ce que je peux sans que. D'accord. Étalé, ouais. Non, jamais. Ah oui, on n'aurait pas essayé ça. On ne s'est pas lancé sur la toilette sèche. Non. Mais en compost, ouais, je pense qu'en compost, oui, parce que la matière elle-même, c'est une matière absorbante, c'est du minéral, donc ça ne pose pas de souci. Par contre, la matière organique, elle va être dégradée comme le reste. Pardon, je voulais ajouter une petite chose juste par rapport aux poubelles ménagères. Il y a aussi quelque chose qu'on fait, c'est que si on a un sac non recyclable, etc. à jeter, on l'utilise en contenant pour mettre le reste. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois même si on achète un flacon de crème fraîche en plastique, ça va devenir un contenant pour jeter autre chose dans la poubelle. Donc c'est aussi une façon de ne pas acheter, parce que acheter des sacs poubelles pour mettre à la poubelle, et ça c'est quelque chose qu'on ne fait jamais, quoi. Voilà, pardon. Oui, donc nous avons la chance d'avoir une cour partagée avec des voisins, dans laquelle on a mis il y a quelques années un composteur. Mais il y a des tas de gens qui vivent dans des petits appartements, qui n'ont pas accès. Donc là, ça n'est plus individuel, ça suppose que la ville, et ça se fait dans certaines villes, mettent en place des composts collectifs. Et là, ça dépasse l'individu. Chacun peut pas faire tout seul. Acheter moins, oui. Tout le monde peut le faire, se retenir un peu. Mais après, au niveau du compost, tout le monde peut pas tout faire. Quand on a un jardin, c'est plus facile. Ouais, il y a aussi des petits composts de terrasse, de balcon. Ou même d'intérieur, j'ai vu. D'intérieur aussi, ça commence. Bon, je sais pas ce que ça vaut. C'est des trucs japonais, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Voilà, on n'a pas d'expérience directe. Mais ou des lombriques, oui. Compost partagé, oui, ce sont des initiatives qui se développent. Ouais. Ouais, moi j'ai une question rapide, c'est est-ce que vous êtes encore vus comme des extraterrestres?
Le début a été difficile. D'abord, ça a été moi. La première extraterrestre, ça a été moi, en famille même. Hein. Quand je leur ai dit qu'on démarrait le zéro déchet, ils m'ont tous regardé en disant yo, 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 yo. Surtout que j'ai tendance, j'ai la réputation de ne pas toujours trouver la voie du milieu. Ils se sont dit si elle s'y met, c'est fini, on n'a plus de vie. Ça a été difficile. Mais j'ai vite réussi à convaincre mon entourage. Par contre, c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a 7 ans, c'était même lourd parce qu'on devait se justifier, on devait à chaque fois, mais comme si on passait des interrogatoires quand on allait quelque part et avec des gens qui essayaient de nous piéger tout le temps. Donc c'était vraiment lourd. Maintenant, ça a vraiment évolué. Et je vois même à l'école, hein, à l'école j'ai bataillé, ou avec les étudiants j'ai bataillé pour obtenir des choses. Au début c'était attention lève-la quoi, alors que maintenant c'est oui c'est bien vu, c'est même c'est encouragé et puis je vois les résultats. Donc on est de moins en moins vus comme des extraterrestres. Toi peut-être avec tes boîtes encore un petit peu. Oui. En fait, l'image est un peu moins extrême qu'avant, mais en fait, dans la pratique, c'est toujours le monsieur avec ses pattes. Voilà, donc on reste très très seul, quoi. En fait, on n'a pas l'impression que ça prenne vraiment et que ça s'étende vraiment. Il y a des commerçants qui refusent. Voilà, oui. Il y en a qui sont assez forts pour trouver des excuses, ou alors des balances qui ne font pas la tare. On m'a dit non, ma balance ne fait pas la tare. Moi, j'ai fait du labo pendant des années, je connais bien l'instrumentation. Je connais pas de balance qui ne fasse pas de tare. Donc non, moi j'ai croisé de tout hein, en boutique, c'est sûr. Il y a beaucoup d'opposition, en particulier chez les bouchers. Je sais pas si c'est une espèce à part, mais je ne sais pas. Bah, certains ont essayé de me donner des cours d'hygiène. Oui. Alors le contrôle se fait du côté du boucher, mais. Oui. Ah, il refuse tout, oui. Ah oui, alors que les contrôles se font au niveau du boucher lui-même. Voilà, la gestion de sa marchandise. À partir du moment où c'est vendu, ça concerne uniquement l'acheteur. Mais j'avais vu, je crois que c'est à Wazam, hein, pas loin de. Bah, il y a Alice des Baïdé à Wazam qui a fait un boulot phénoménal en arrivant aussi, en essayant de convaincre les commerçants. Il me semble que le boucher faisait 5% de remise si on avait nos propres contenants. Oui, au marché couvert, oui. Donc il y a quand même des possibilités. Ça, après c'est au bon vouloir aussi de chacun. Je sais qu'à Vitry-en-Artois, le boucher le fait, il accepte les boîtes. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parfois. Merci. Et je me demandais, parce que ça fait quelques années que j'essaie aussi de changer un peu des habitudes, etc. Mais là où je vois un problème, et c'est un problème qui retombe surtout sur la classe moyenne, c'est une conciliation de revenus et le temps libre disponible pour pouvoir entreprendre une démarche qui est bien au-delà des zéro déchet, je le considère des autosuffisance, autoconsommation, autoproduction, etc., qui mérite aussi avoir du temps libre pour pouvoir ça. Mais c'est du temps qui n'est pas colonisé par la productivité du système économique qui nous pousse à. Et dès que j'ai un revenu pas très élevé, ça veut dire que je dois être constamment dans la production pour pouvoir compenser ça. Et du coup, j'ai moins de temps pour pouvoir entreprendre ces démarches. Comment concilier ces deux points, ces deux pôles dans une classe moyenne qui est largement... Oui. C'est vrai que le temps, c'est le nouveau luxe, hein, clairement. Donc nous, au début, c'est vrai que ça nous prenait pas mal de temps, donc tous ces essais, toi en particulier, tous les essais, toute la mise en place, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment inscrit dans une routine. Donc il y a même un gain de temps finalement. En fait, la routine est tellement ancrée qu'il y a plus de temps passé. Il y a eu une décantation aussi, hein, c'est ce qu'on a essayé de démontrer. On a vraiment décanté pas mal de choses. C'est-à-dire, au début, on était accro à la reproduction. Au début, l'approche, c'est de reproduire son ancien mode de vie.
en le remplaçant par du dye, do it yourself, etc. Et après, on décante. Et on se rend compte à quel point on était finalement, on était conditionné par notre ancien mode de vie et comment avec les années, enfin les mois et les années, on se détache de pas mal de choses. C'est comme se détacher des odeurs, dissocier l'odeur de Javel de la notion de propreté, etc. Donc on décante tout ça, on va vers l'essentiel. On a un nombre très limité de produits dye en fait, qui prend du temps, parce que le dye ça prend du temps. Voilà, donc ça finalement on a vraiment gardé l'essentiel, les choses qui prennent peu de temps. Et pour la routine, vraiment dans le quotidien, il n'y a pas d'impact sur le temps. Il n'y a pas d'impact sur le temps et il n'y a pas d'impact sur le côté financier, puisqu'on dépense même moins d'argent. Donc, non, moi, je mais je crois qu'il y a aussi ça, beaucoup de préjugés là-dessus. L'impression que c'est réservé effectivement à certaines classes sociales et que ce n'est pas accessible à d'autres. Je ne suis pas convaincu. Je rebondis à ce que dit Roman. Ça demande quand même un investissement. Tu disais tout à l'heure, j'ai testé, j'ai fait des choses, j'ai manipulé, et ça demande quand même certaines compétences, peut-être, certaines connaissances. Oui. Je vois tous ces trucs chimiques, à mon avis, t'es pas loin, Pierre. La cosméto. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, cette pratique de zéro déchet est démocratique aujourd'hui? En termes de, c'est un truc que je dis souvent dans les conférences quand je discute avec tout le monde depuis quelques jours, en termes d'ascenseur social, de pouvoir s'ouvrir certaines peut-être familles, comme dit des fois, qui n'ont pas les moyens, pas le temps, pas les compétences, pas l'ouverture, pas les connaissances. Il faut partir de plus simple en fait. Moi, j'encourage. Bon, je donnais l'exemple pour laver les sols, le carrelage, une cuillère de cristaux de soude dans un seau. Bon, ça nous coûte rien, c'est absolument pas de temps. Je me suis chronométrée quand je faisais mes produits. Là, je me chronométrais parce que pour alimenter le groupe Facebook, je voulais justement prouver que c'était pas si chronophage que ça. Et c'est vrai qu'une lessive, je crois que j'étais à 10 minutes montre en main pour faire 1 litre de lessive. Pour le déo, c'est pareil. Je mets 10 minutes, mais on est tranquille 3 mois. Donc en fait, non, ce qui peut paraître chronophage, et il y a des recettes qui sont bien faites. Après, on les réajuste évidemment, mais il y a des recettes qui sont données dans le groupe de la famille Zéro Déchet là, et sur leur blog, il y a énormément de recettes très faciles à reproduire. Donc je pense que c'est à la portée quand même de beaucoup de monde, puisque c'est aussi facile à lire qu'une recette de cuisine. Et qu'il n'y a pas besoin de connaissances chimiques, sauf si on veut créer nos propres recettes. Moi, je connais beaucoup de gens, même parmi les parents d'élèves, j'ai réussi à en convaincre, qui sont dans un milieu plus difficile, en fait, et qui se mettent à faire certains trucs et qui sont contents de faire des économies aussi par rapport à ce qu'ils achetaient avant. C'est une bonne nouvelle. Oui, alors maintenant, ça reste quelques personnes. Moi, je m'attendais à convaincre beaucoup plus de monde que ça. Maintenant, bon, tant pis, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de préjugés aussi. Ce que tu disais, le fait qu'il faille avoir des connaissances, etc. Moi, je n'ai pas franchement réinvesti mes connaissances en bio, en chimie ou en cosméto. Enfin, quoi qu'en cosméto aussi, le fait de connaître la cosmétique et la peau, ça permet de décanter finalement. La cosmétique, c'est quoi? C'est l'art de décupler à l'infini finalement des besoins assez basiques. C'est quoi? C'est nettoyer, protéger de la déshydratation, protéger du soleil, et puis maquiller, masquer, c'est tout. Donc voilà, c'est des huiles, c'est quelques produits hydrophiles, et puis c'est tout. Donc ça, c'est vrai que ça peut aider. Mais franchement, c'est accessible, tout est accessible. Il n'y a pas de recette particulièrement difficile à faire. Est-ce qu'il y a encore des questions ici? Merci. Justement, j'ai vu vous parliez notamment pour les produits ménagers. Il y a vous citez du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, etc., qui sont tous dans des jolis petits bocaux en verre. Mais ils viennent d'où à la base? Où est-ce que vous les achetez en fait, tout simplement? Parce que moi, j'achète mon bicarbonate de soude, j'en ai vu en magasin, des fois dans les petits cartons ou machin. Mais des fois, c'est pas forcément très rentable non plus économiquement, parce qu'ils vendent un mini petit flacon à 5 balles les machins. Donc, c'est quoi vos bons tuyaux pour acheter ce genre de il y en a dans les boutiques de vrac. Il y en a des Baïdés, par exemple, à Oisem. On les trouve dans les boutiques de vrac. Ou sinon, parfois, il nous arrive d'acheter
À ce moment-là, on les prend en grosse quantité, genre la marque Droguerie écologique, etc., puisque c'est en papier cartonné. Et là, on achète par 5 kilos, quoi. On fait un investissement d'un coup, on sait que ça va durer, puis je remplis mes bocaux au fur et à mesure. Mais on a toujours réussi à en trouver sans plastique. Ce que je ne trouvais pas sans plastique, c'est quand je me suis mise à faire puis c'est ça, c'est trop de boulot. Les cakes vaisselle, tout ça, parce qu'il faut du SCI, là, pour faire mousser, puis ça, sans plastique, je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai abandonné aussi ça à cause de ça. Maintenant, non, on trouve percarbonate, c'est pareil. On trouve ça en vrac, à des prix très corrects dans des magasins de vrac. Sac papier, Oisem, c'est un super. Au pire, sac papier. super quartier. Les bordeaux classiques. Donc, pas mal de choses. Après, sur les prix, c'est vrai que ça fait un peu peur, hein. Quand on voit le retour du vinaigre blanc, gélifié maintenant à, je sais pas, 5 euros le litre, alors que ça vaut 10 euros ce que ta mère a acheté. 10 euros le litre, alors que ça vaut 30 centimes. Tout ça parce qu'on va le gélifier un petit peu, quoi. On va lui donner un aspect. On peut gélifier à la bien plus maïzena, propre, ça fonctionne ça. très bien. En Ouais. plus. Y a-t-il encore des questions? Remarques, n'hésitez pas. Ouais. Plus de bébés. Faut arrêter les bébés, on voit pas d'autres. Alertez les bébés. Alors moi Arrêtez les j'ai bébés. des expériences sur ça. C'est en AVC, les couches lavables. Non, Alors ça alors peut-être que vous pouvez témoigner. On avait testé ça, on était engagés et on était des parents avec l'enfant encore imaginaire, c'est le premier enfant. Vous savez que le syndrome de l'enfant imaginaire, quand la femme est enceinte, elle imagine l'enfant parfait, on aura une vie parfaite et notre enfant aura des jouets en bois et il ne mangera que des haricots verts que je vais cuire moi-même et on aura des couches lavables, on a acheté des couches lavables et on aura de l'équipement de poussette récupérable. Et donc on est toute cette démarche là pendant que ma femme était enceinte. Et puis on dort 2 heures par nuit. Sauf qu'il peut. On a le boulot à gérer. Moi je me rappelle, à l'époque je créais une boîte et au bout d'un moment on craque. C'est-à-dire comment on sort de ça et à ma deuxième enfant qui est une fille, on n'a même pas réfléchi à dire des couches lavables, quoi. C'était inenvisageable de dire mon premier à 2 ans et demi, ma fille va arriver, je suis débordé par le boulot, je pouvais pas. Donc ouais, ça passe par mon avis le temps et le temps qu'on peut toujours donner. le temps. Le temps. Ouais, le temps. Non, je sais que les couches, oui, c'est une question qui est souvent posée, hein. Donc les couches ont quand même bien changé, les couches lavables, hein, par Ouais, rapport à c'était il y a 10 ans. celles d'antan, paraît-il. C'est vrai que nous, on n'a pas de pratique directe là-dessus, hein. C'est vrai qu'à 2, sans enfants, c'est plus facile. On a commencé ça, tu quittais juste la maison, je pense que tu l'as pas C'était su. déjà un grand Voilà, enfant. tu venais juste de partir. Donc c'est bien plus facile à 2, hein, bien sûr. Et donc pour les enfants, c'est un peu compliqué. Mais sur les couches, oui, il y a un impact aussi économique énormissime, hein, sur la couche, le prix des couches à l'année. C'est très très important. Donc maintenant, oui, le critère, pareil, le temps, c'est le luxe. Le grand luxe, et avec des enfants, il y a beaucoup plus de pôles à gérer en fait. Avec des enfants, on multiplie le nombre de pôles. Déjà là, rien qu'à 2, vous voyez le nombre de pôles différents. Et encore, on n'a pas tout cité, hein. Mais ajouter 2-3 enfants là-dessus, vous les multipliez ces pôles-là, et c'est de plus en plus compliqué, sans parler de la pression de l'enfant derrière, qu'on n'a pas envie de désocialiser non plus. Ça, c'est aussi des aspects plus complexes. Mhm. Ouais, plus compliqué. Et sur ce genre de pôle, on peut se dire, bon, finalement, s'il ne restait que ça, s'il ne restait que ces pôles-là à gérer, s'il ne restait que les médicaments, que les couches pour bébé, hein, des choses qui sont vraiment pratiques et nécessaires, s'il ne restait que ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça irait beaucoup mieux.
Mm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Oui. Dans ces régions-là, oui, il n'y a pas ouais, tellement dans ces régions-là, d'alternatives. oui. Il y a des bouteilles en verre Mais il y a aussi. il y a il y a de l'eau en verre, Ah oui, oui. oui, oui. Oui, oui. En En consigne. consigne. En consigne, ouais, on en trouve. Ouais, on en trouve. J'en achète pour ma maman. Nous, on s'en achète en gazeuse. Aux gazeuses, on l'achète en bouteille verre recyclé, consignée. Donc, ça se On trouve. a un de nos meilleurs amis, maintenant je peux le dire parce qu'il est en retraite, qui a Oui. quand même été responsable qualité dans une des eaux reconnues comme étant les plus fiables en France. Je vais pas citer le nom, je vais pas aller Clément. jusque-là, au bord du lac Léman, qui m'a dit un soir, alors qu'il est responsable qualité, il m'a dit, si tu savais ce que tu as raison de boire de l'eau du robinet. Et voilà. Ouais. Ouais. Les traces, oui. Le plastique aussi. On avait eu c'est sur la facture qu'on peut voir. Je sais pas, une fois j'avais trouvé les traces de pesticides, tout ça, c'est indiqué sur les factures des dosé. cahiers Mhm. ou les. Mhm. Le- En basse le- saison. Ouais. là, Ouais. ajouter une information, l'eau des robinets est 100 fois plus contrôlée que les bouteilles d'eau minérale et d'eau de source aujourd'hui. De par les processus de renouvellement d'eau très complexes, c'est l'eau du robinet déjà, c'est 1000 fois 40, je crois que c'est 40 000 fois moins cher au litre. Aujourd'hui, notre source minérale, dans n'importe quelle bouteille en plastique, est moins bon au niveau qualité microbienne, quasiment pour toutes. Qualité en nitrate, certaines sont même déconseillées pour les enfants. Je sais plus quelle eau de source ou minérale est trop riche en nitrate. Et on sait que trop de nitrate peut provoquer un étouffement respiratoire chez les enfants, à plus quelle quantité de nitrate, etc. Les histoires des traces aussi dans les eaux de source et eaux minérales, si elles sont dans nos eaux de robinet, elles sont aussi dans les eaux de source et minérales. C'est juste qu'elles ne sont pas dosées. Et comme tu disais, l'eau du robinet, il y a une vraie transparence obligatoire. Aujourd'hui, après, il y a des systèmes de filtration qu'on peut utiliser. Moi, je sais que j'utilise ça. Oui, ou d'absorption. Et qui hein. permet, voilà, de Ouais. retirer tout ce qui est pesticides, etc. Un système de chromatographie très complexe. Moi, personnellement, c'est un avis, j'ai plus confiance en l'eau du robinet que je filtre moi-même que de l'eau minérale qui traîne dans du plastique. Mhm. Et surtout en source plastique, et où je n'ai pas une traçabilité justement comme qualité en qualité. Voilà. Malheureusement, je dois vous demander d'arrêter parce qu'il y a une conférence à 13h30. Merci encore. Merci. On peut les applaudir. Si vous voulez encore discuter, je pense qu'à l'externe seront au plaisir. Merci.